Bonjour à tous. Nous voici partis pour notre dernier live qui va parler du Cushing et du SME. C'est René-Pierre Thibault de la boutique Shop Osmose qui va vous parler de ces deux maladies qui sont finalement les maladies du siècle de nos chevaux. Voilà, mais écoutez, bonne écoute et je passe la parole à René-Pierre. Merci Frédéric. Dominique, pardon, excuse-moi. Bonjour à tous déjà. Moi, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis phytothérapeute, aromathérapeute pour les humains et les animaux. J'ai 10 ans de pharmacie au comptoir derrière moi. J'ai passé un diplôme universitaire en phytothérapie, aromathérapie, un diplôme universitaire en pharmacie vétérinaire. Et puis bon, diverses autres formations, voilà. Donc voilà, c'était pour un petit peu vous cadrer un petit peu mon parcours et mon cursus. Donc effectivement, aujourd'hui, on va discuter un petit peu des pathologies qui commencent à prendre beaucoup trop d'ampleur chez nos amis les équidés, à savoir le syndrome de Cushing. J'appellerais plutôt la pathologie de dysfonctionnement de la pars intermédiaire hypophysaire, donc c'est un petit peu barbare, mais voilà. Et après, on parlera du syndrome métabolique équin chez le cheval. Alors, c'est deux pathologies qui, au départ, étaient très imbriquées, où souvent les vétérinaires mettaient par exemple le SME dans le Cushing, ou alors ils prenaient le Cushing pour un SME. Voilà, donc on va voir un petit peu quelles peuvent être les différentes approches pathophysiologiques et éventuellement les différents traitements qu'on pourra tenter d'utiliser en phytothérapie. Pour cela, je vais utiliser des supports qui ont été édités par un docteur vétérinaire qui s'appelle Sarah Prado, qui est donc spécialisée en médecine équine, ambulatoire et notamment en nutrition. Voilà. Alors, on va d'abord commencer donc par ce qu'on appelle le syndrome de Cushing chez le cheval. C'est une des maladies les plus communes chez le cheval après 15 ans. Selon certaines études, il pourrait y avoir jusqu'à un cheval sur 3 de touché par cette pathologie. C'est une pathologie qui est causée par une dégénérescence progressive des neurones, qu'on appelle des neurones dopaminergiques, qui se situent au niveau de l'hypothalamus, qui ensuite conduisent à un dysfonctionnement au niveau de l'hypophyse, notamment de l'adénohypophyse. Je vais vous expliquer un petit peu ça plus en détail. Ce dysfonctionnement va engendrer par la suite un excès de cortisol dans le corps, trop de cortisol dans le sang, ce qu'on appelle donc une hypercortisolémie, qui va donc enchaîner par derrière de nombreux signes cliniques pathologiques, comme la fourbure, les surinfections, certaines coliques. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'anatomie du cheval. Pour cela, je vais vous partager juste une petite vignette pour vous expliquer un petit peu. Donc, hop là, voilà. Voilà. Donc là, en fait, on va avoir le cerveau en jaune du cheval. En jaune un peu plus orangé, on va donc avoir le fameux hypothalamus. L'hypothalamus, en fait, c'est un chef d'orchestre. Hein. C'est en fonction des hormones qui sont produites, il peut soit stimuler, soit inhiber la production de ces hormones qui sont faites dans l'hypophyse, la petite glande rouge qui est en dessous. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. L'hypophyse, en fait, elle est constituée de deux choses. La neurohypophyse que l'on voit en bleu clair et en fait l'adénohypophyse avec la partie violette qu'on appelle la pars tuberalis, la partie violette foncée qu'on appelle la pars distalis et celle qui nous intéresse, c'est le petit couloir qu'on appelle la pars intermédia. C'est à ce niveau-là, en fait, que va se situer le souci, exactement. Voilà. Alors donc l'adénohypophyse, par contre, c'est une vraie hormone endocrine. Ce qu'on appelle endocrine, c'est-à-dire qu'elle va produire des hormones pour que celles-ci soient ensuite lâchées dans le sang afin d'avoir des actions sur tout le corps entier. Alors, la pars distalis, la grosse boule violette qu'on avait vue précédemment, va produire 6 hormones. Voilà. Bon, celle-ci, on va en discuter un petit peu plus tard, vous allez voir pourquoi. Celle qui nous intéresse, c'est la pars intermédia, qui, elle, n'a qu'une seule type de cellule, qu'on appelle les cellules mélanotropes.
C'est-à-dire qu'en fait, ces cellules vont ne produire qu'une seule type de molécule qu'on va appeler classiquement la POMPC. Parce que le nom est beaucoup trop complexe voilà, c'est beaucoup plus simple. Cette POMPC sera ensuite transformée en diverses hormones, mais surtout va être transformée en ACTH. Et c'est cet ACTH que l'on va doser pour définir si le cheval est atteint de cette pathologie ou non. Pourquoi on va doser cette hormone? Car cette hormone, quand elle est synthétisée de façon normale, va avoir une action au niveau des glandes surrénales. Alors, je vous rappelle que les glandes surrénales chez le cheval se trouvent effectivement à l'arrière. Je vais vous repasser le petit schéma. Donc, ces glandes surrénales produisent le cortisol. Alors, le cortisol a un intérêt dans le corps, mais quand il est en excès, va complètement tout dérégler. Le fonctionnement de la pars intermédiaire est habituellement inhibé par une molécule qu'on appelle la dopamine. C'est-à-dire que quand il y a de la dopamine dans le corps, la pars intermédiaire va arrêter, en tout cas va beaucoup diminuer sa sécrétion d'ACTH. Et donc, dans ce cadre-là, la sécrétion par la suite de cortisol liée à cette sécrétion d'ACTH va être diminuée. Le problème, c'est que la part distalis, l'autre grosse part de l'adénohypophyse, elle aussi sécrète de l'ACTH de façon classique et normale. Et cette partie-là, elle est contrôlée par le taux de cortisone dans le sang. C'est-à-dire que quand il y a trop de cortisol dans le sang, la part distalis va arrêter de sécréter de l'ACTH. Mais ce rétrocontrôle ne s'effectue que sur cette partie de l'hypophyse. Elle ne s'effectue pas sur la partie intermédiaire. Ça va être très important parce qu'en fait, le problème dans le Cushing va se situer au niveau de la partie intermédiaire et non pas de la partie distalis. Alors, concrètement, comment ça se passe? Je vous ai créé aussi un autre petit schéma. Je vais vous partager tout de suite. Concrètement, voici ce qui se passe. Alors, normalement, dans la partie, dans l'hypothalamus, il y a des noyaux qui vont sécréter de la dopamine, qui vont aller exciter ces fameuses cellules mélanotropes qui se situent dans la pars intermédiaire. Qui vont pas les exciter, pardon, qui vont aller plutôt les inhiber, empêcher qu'elles soient trop excitées. Donc, quand il y a de la dopamine, ces cellules mélanotropes ne fonctionnent plus ou très peu, donc il n'y a pas beaucoup de POMPC et donc l'ACTH est réduit en sécrétion dans cette partie de l'hypophyse. Le cas pathologique, c'est que ces fameux noyaux qui sécrètent la dopamine ne fonctionnent plus. S'il n'y a plus de dopamine, les cellules donc mélanotropes qui fabriquent la POMPC, du coup, ne sont plus inhibées et fonctionnent de façon beaucoup trop forte. Fonctionnent beaucoup trop fort, se multiplient et en se multipliant prennent de la place et donc vont créer ce qu'on appelle donc un adénome, un peu comme une petite tumeur qui va grossir et continuer à comprimer les zones voisines. Quand il y a beaucoup de POMPC, il y a donc aussi beaucoup d'ACTH. Et cet ACTH va aller beaucoup faire sécréter par les glandes surrénales du cortisol. Et le problème, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, cette partie-là n'est pas contrôlée par la cortisolémie. C'est-à-dire que plus il y a de cortisol, pour elle, ça n'a aucune incidence sur cette partie intermédiaire. Elle continuera à produire encore plus d'ACTH. Et donc, l'ACTH produisant du cortisone, le cortisol va créer plein de problèmes, notamment les fourbures, par exemple. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a vraiment aucun rétrocontrôle du cortisol sur cette partie-là. Et donc, du coup, la partie intermédiaire s'emballe et va continuer à sécréter toujours plus de cortisol. Alors, quand tout va bien, avec le rétrocontrôle de la pars distalis et que la dopamine freine le fonctionnement de la pars intermédiaire,
toutes les hormones s'autorégulent au niveau de leur propre production. Il n'y a pas de problème, les systèmes sont à l'équilibre et du coup, il n'y a pas de souci. Malheureusement, avec l'âge, le stress, l'alimentation, d'autres facteurs encore, ça peut être des facteurs exogènes comme certains pesticides notamment, et ben, les neurones dopaminergiques de l'hypothalamus vont arrêter de fonctionner. Et alors là, en cascade, il y aura un dérèglement complet et irréversible de ce système parce que du coup, les cellules mélanotropes de cette partie intermédiaire vont produire toujours plus d'ACTH. Et du coup, après, ça devient inarrêtable. Alors, plus la partie intermédiaire va grossir, plus elle va comprimer les zones voisines, et plus elle va comprimer les zones voisines, plus il y aura de troubles associés également. On va pouvoir faire un petit parallélisme avec la maladie de Parkinson chez les humains. Voilà, parce que également chez Parkinson, c'est également un manque de dopamine. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez terrible parce qu'effectivement, on a beaucoup de mal à le contrôler. Un cheval qui va avoir le Cushing, en fait, va présenter plusieurs symptômes. Ça va souvent être ce qu'on appelle un hirsutisme, donc une production plus forte des poils, une mue qui va se faire beaucoup moins bien. On considère qu'environ plus de 95% des chevaux qui présentent un hirsutisme seraient Cushing. L'inverse n'est pas forcément vrai. Par exemple, moi, j'ai 2 chevaux, j'ai 2 Haflinger qui sont Cushing et ils n'ont pas de problème de mue. Hein, donc, ce n'est pas… voilà. On peut également trouver une distribution anormale des graisses. Les chevaux qui sont atteints de Cushing vont avoir une fonte musculaire importante parce que c'est le cortisol, le métabolisme du cortisol qui va créer cette fonte musculaire. Et ils ont une morphologie assez caractéristique. Il y a ce qu'on appelle un ventre pendulaire, un gros abdomen et une perte de masse au niveau du dos et des flancs. Voilà. Et puis à côté de ça, sur des zones anormales, il peut y avoir des petits dépôts de graisse à gauche, à droite. Et puis également aussi au-dessus des yeux, il peut y avoir aussi ces dépôts de graisse qui se font. Ça peut leur donner une tête un petit peu triste d'ailleurs. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ce qui va nous embêter beaucoup plus, ce sont les fourbures. 3/4 des chevaux qui présentent des épisodes de fourbure pourraient être atteints de Cushing. C'est vraiment un signal d'appel majeur qu'il faudra vraiment bien regarder. Alors ça peut être lié également à l'hyperinsulinémie. On en parlera tout à l'heure avec le SME, le syndrome métabolique équin. Chez les chevaux qui sont atteints de Cushing, l'hypercortisolémie va engendrer une hyperglycémie. Et donc, face à cette augmentation de la glycémie, l'organisme, lui, va répondre en libérant de l'insuline par le pancréas. Voilà. Et l'insuline, on verra tout à l'heure, comme je vous ai dit juste avant, du coup, est un facteur aggravant des chevaux qui peuvent être prédisposés à la fourbure. Voilà, donc il y a ce côté-là vraiment qui est très grave parce que c'est vraiment une des causes de mortalité chez le cheval qui peut être directement liée au Cushing. Le symptôme aussi chez les chevaux présentant le Cushing, c'est ce qu'on appelle une polyurie polydipsie, c'est-à-dire un accroissement du volume des urines et un accroissement de la prise de boisson de l'animal. L'animal va boire beaucoup et va uriner beaucoup. Ça peut être dans 30-40% des cas. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une hyperhydrose, c'est-à-dire un cheval qui va transpirer beaucoup, parfois sans raison. C'est toujours pareil, l'emballement du corps lié au cortisol. On retrouve souvent aussi également une léthargie, une fatigue, une baisse de performance chez le cheval de course, de sport. On va avoir des changements de caractère. Avec vraiment un cheval qui pouvait être docile avant, qui risque d'avoir des réactions un petit peu brusques. L'excès de cortisol va également donner ce qu'on appelle place à des infections opportunistes, des infections secondaires. C'est-à-dire que des sinusites peuvent se mettre en place, des abcès au niveau des pieds,
Ça, c'est dû à un système immunitaire qui est dans les chaussettes à cause de la cortisol. Des chevaux qui ont du mal à cicatriser. Par exemple, moi, j'ai eu le cas de ma jument Haflinger. C'est un sauvetage qui revenait d'un refuge. Et puis, elle avait une gale de boue. Enfin, pour moi, c'est une gale de boue. Alors, j'avais tout mis en place pour bien la traiter en gale de boue, tout ça. Et j'arrivais pas à gérer cette gale. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle s'est mise à boiter, présence d'un abcès sous le pied. Bon, il faut voir aussi qu'elle était dans un parc avec 8 autres chevaux. Bon, alors j'appelle le vétérinaire forcément pour son abcès, sa boiterie, et puis je lui demande de faire un grattage et puis de me dire un petit peu ce qu'il en est quoi, de cette gale de boue. Et si jamais ce n'est pas une gale de boue, c'était problématique. Alors elle fait le grattage, les résultats reviennent, gale sarcoptique, vraie gale. Bon, ok, bon, c'est très contagieux, hein, mais aucun des autres chevaux du parc ne l'avait. Aucun. Je fais bon, eh ben, on va faire une prise de sang, on va regarder la CTH, parce que si les autres chevaux n'ont pas, elle qui l'a, ça sent pas bon. Effectivement, on a fait la prise de sang et il s'est avéré qu'elle avait un Cushing avec un taux d'ACTH qui explosait les plafonds. Voilà. Bon, on a traité la fourbure, on a fait tout ce qu'il fallait. Bon, maintenant ça va. Hein. Chez les chevaux Cushing aussi, il peut y avoir une infertilité parce que les cycles des hormones du coup vont jouer, hein, vont être prises aussi dedans. Et puis après, voilà, comme je dis aussi, il y a des troubles neurologiques, de l'ataxie, des pertes de la vision, des convulsions, des narcolepsies. Bon, ça généralement, c'est quand même pour des chevaux qui sont beaucoup plus atteints. Voilà. Alors, comment pouvoir diagnostiquer un cheval Cushing? Donc, quand on voit ces symptômes arriver, ne pas hésiter à appeler son vétérinaire pour faire un dépistage. Il existe trois manières de dépister un Cushing en biochimie. Il va y avoir déjà ce qui est le plus simple et le plus pratiqué, c'est le dosage ACTH directement. Voilà. Donc un dosage ACTH se fait donc normalement oui c'est partagé. Le dosage ACTH se fait par prise de sang. Il faut voir que le taux d'ACTH dans le corps, vu que c'est quand même quelque chose qui est une molécule classique et normale du métabolisme de l'individu, quand ceci est régulé, il y en a toujours dans le corps. Hein. Donc, il y a des taux. Il y a des taux à avoir. Par exemple, de août à octobre, quand on fait la prise de sang, le taux doit être inférieur à 45 picomoles par litre de sang. Et sinon, le reste de l'année, il doit être inférieur à 27 picomoles par litre de sang. Alors, pourquoi cette différence saisonnière? Eh ben, ça va s'expliquer assez facilement par le taux d'ensoleillement. La durée de luminosité étant plus grande à un certain moment de l'année, peut entraîner au niveau cérébral des créations d'hormones plus que d'autres. Voilà, tout simplement. C'est vraiment lié à la luminosité. C'est pour ça que du coup aussi, il y a également Moi, je préfère qu'on fasse les prises de sang de la CTH, par exemple, le matin. Tout simplement parce que je ne sais pas si je peux aller là. Il existe aussi ce qu'on appelle un rythme nictéméral, c'est-à-dire un rythme journalier, quotidien, qui va donc nous voir que le pic d'ACTH se fait plutôt vers les 4-5 heures du matin, et ce qui va engendrer un pic de cortisol vers les 7, 8, 9 heures. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre la prise d'ACTH le matin. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu où on en est, un peu mieux que si on la prend plutôt le soir, où là, on va vraiment être dans le bas. Hein. Alors, c'est aussi on va en parler tout à l'heure au moment de la prise qu'on s'appelle des médicaments ou de la naturopathie qu'on veut leur donner. C'est une des raisons pourquoi je conseille largement d'utiliser, que ce soit le Prasent ou d'autres produits, le soir, hein, pour aller essayer de combattre ce pic d'ACTH qui va se dérouler donc du coup en fin de nuit. Voilà.
Donc, il y a la CTH qu'on peut mesurer. Il y a d'autres facteurs qu'on peut mesurer, mais qui demandent un peu plus à ce que le vétérinaire soit là pendant plus longtemps, parce que, comme vous allez voir, on peut faire ce qu'on appelle le dosage, le test de suppression à la dexaméthasone. C'est-à-dire, voilà, hein, donc un cheval normal, quand on va lui mettre de la dexaméthasone, qui est un corticoïde, en fait, ce corticoïde va induire ce fameux rétrocontrôle sur la part distalis, hein, celle qui peut être rétrocontrôlée par les corticoïdes qui circulent dans le sang. Et donc, dans ces cas-là, ça va donc diminuer la production d'ACTH. Et donc, du coup, le cortisol, lui, par la suite, il est également freiné. Alors, si on fait une prise de sang à ce moment-là du cortisol plasmatique, bon, voilà, 19 heures plus tard, c'est-à-dire qu'on va faire le midi le lendemain matin, on va voir que du coup, le cortisol, normalement, il doit être bien descendu chez un cheval sain. À l'inverse, un cheval qui, lui, est atteint de Cushing, comme on a vu qu'il n'y avait pas de rétrocontrôle sur la parse intermédiaire par les corticoïdes, du coup, la cortisolémie du cheval, à 19 heures après, n'aura quasiment pas bougé, en fait, hein, puisque du coup, on aura juste régulé cette petite partie de la distalis, mais pas du tout d'intermédiaire. Et donc, dans ces cas-là, on peut être sûr que le cheval est Cushing. Et le dernier test, alors ce sont des tests qui peuvent être un peu onéreux, hein, et puis du coup qui prennent du temps. Vous voyez, il faut que le vétérinaire revienne 20 heures plus tard. Et puis pour le test à la TRH, en fait, on sait que les cellules qui sont dans la parse intermédiaire peuvent être stimulées par la molécule qu'on appelle la TRH. Alors on fait une stimulation à la TRH. On va injecter de la TRH. Et puis les chevaux normaux, eux, ne répondent pas à cette stimulation parce qu'ils n'ont pas un excès énorme de cellules mélanotropes, alors que les chevaux qui ont Cushing, eux, vont montrer une augmentation très rapide de la concentration d'ACTH parce que du coup, il y a beaucoup de cellules mélanotropiques dans la parse intermédiaire. Alors, si on voit que l'ACTH a complètement explosé, ça veut dire qu'effectivement, le diagnostic est posé, le cheval est sur Cushing. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, c'est bien, on a un cheval qui est Cushing. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il existe une molécule chimique qu'on appelle le pergolide, qui est distribué sous le terme de Prasend, qui lui donc est une visée dopaminergique, c'est-à-dire qu'en fait, on va, par le biais de ce médicament-là, on va essayer de mimer l'action de la dopamine afin d'empêcher ces fameuses cellules mélanotropes de trop fonctionner pour avoir trop de cortisol derrière. Voilà. Donc, c'est un médicament, comment dire, c'est une molécule qui a été retirée chez l'homme à cause de risques valvulopathiques au niveau cardiaque. C'est un médicament qui est relativement cher, qui peut coûter jusqu'à 2 € le comprimé. Il va falloir donner 1 à 4 comprimés. J'ai eu des chevaux à 4 comprimés de Prasent, avec des effets secondaires, des fois qui n'étaient vraiment pas forcément terribles. Après, il y a des chevaux qui le supportent très bien et il vaut mieux donner du Prasent que voir son cheval éventuellement d'hypérir. Hein. Voilà, il faut faire confiance en tout cas à son vétérinaire dans ces cas-là. Voilà. Les effets secondaires sont quand même, il y a une perte d'appétit, une anorexie, un abattement, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des coliques, vous voyez, c'est quand même pas anodin. Et puis bon, il faut quand même aussi avoir toujours un suivi très accru quand même de ces chevaux. Moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai eue notamment avec ma jument, je me suis plongé dans la création d'un produit pouvant essayer de gérer ce côté-là. Donc, ça s'appelle le PhytoCush, qui va présenter des plantes qui vont notamment rajouter de la dopamine au niveau du corps et qui vont également essayer de protéger le reste des noyaux dopaminergiques dans l'hypothalamus qui restent. Et bon, voilà, on a de bons résultats. On a créé une étude préclinique avec une quarantaine de chevaux à peu près, où les résultats sont vraiment très très bons. Ma jument, notamment, dont je parlais tout à l'heure, qui était à 495 de taux d'ACTH, est redescendue, prise de sang à la pluie, à 7,7.
Depuis, elle est restée au Phytocush et je fais des prises de sang régulières et ils sont toujours en dessous des normes. Je dis il parce que du coup, j'ai passé mon hongre à Finger, lui aussi, qui a été dépisté Cushing avec un taux d'ACTH initial à 195. On lui a mis du Prasent, on a commencé au Prasent, et puis bon, bah, assez rapidement, suite aux résultats obtenus par les prises de sang de ma jument, bah, on l'a. Et avec l'appui du vétérinaire, attention, parce qu'on ne change jamais un traitement vétérinaire sans son accord, on a switché du Prasent sur le Phytocush. Et puis depuis, maintenant, il n'a plus que du Phytocush et il est à des taux qui sont pareils, en dessous des normes. La dernière fois, ils étaient à 17 tous les deux, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Dominique, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Allô? Oui. Oui. Alors, il y a une question. Quelqu'un demande si un cheval qui a le Cushing, il peut avoir des atteintes au cerveau. Je crois que tu en as parlé en disant qu'il peut faire la narcolepsie, etc. Oui, oui, oui. Alors après, des atteintes au cerveau, c'est assez. Intrinsèquement, le Cushing est une atteinte au cerveau, puisqu'au final, c'est un adénome qui se situe au niveau de la glande hypophyse. Donc, du coup, intrinsèquement, c'est une atteinte au niveau du cerveau. Voilà. Après, ce qu'on appelle les narcolepsies, les ataxies, ça va plutôt être secondairement au taux de cortisol qui va être énormément. Le cortisol va créer du stress oxydatif. Ce stress oxydatif, bah, du coup, va également engendrer énormément de problèmes au niveau même du cerveau, effectivement, de la sphère de la cognition, quoi. Hein, voilà. En gros, plus on a de cortisol à des taux élevés comme ça, et en gros, avec des guillemets, plus l'organisme vieillit rapidement. Voilà. Absolument, absolument. Et qu'est-ce que tu oui, encore une question. Qu'est-ce que tu penses de toi, de toutes les, je dirais, on utilise beaucoup des plantes drainantes pour les chevaux de Cushing. Pour moi, c'est pas nécessaire. Je trouve qu'un organe déjà affaibli ne doit pas être affaibli en plus. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tout ce qui va être plantes qui vont drainer, que ce soit les reins ou le foie, mais de façon. En plus, il faut voir que le Cushing est une maladie chronique, donc Voilà. c'est-à-dire qu'il faut donner le traitement de façon quotidienne. Et si on utilise du drainant de façon quotidienne, eh ben, il ne faut pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Et de toute façon, on n'aura rien de bien, puisque au final, alors on aura peut-être un léger mieux pendant les 10 premiers jours d'utilisation des drainants, mais in fine, on affaiblit le corps, puisqu'en fait, quand on draine, on va chercher à faire fonctionner plus fortement certains organes. Alors, ça va bien 5 minutes. Moi, je peux piquer un sprint sur 100 mètres. Par contre, je ne peux pas piquer un sprint sur 3 km, quoi. Donc, effectivement, l'utilisation à outrance des plantes drainantes en usage chronique et quotidien, pour moi, c'est complètement contre-productif. Alors, si derrière, on va avoir un taux d'ACTH qui est peut-être un peu diminué, mais que derrière, le foie, les reins, derrière, vont lâcher, c'est pas mieux, quoi. Ok, nous sommes tout à fait d'accord, absolument. J'ai quelqu'un qui me dit pour un CMV spécial Cushing et en crise de fourbure, que préconisez-vous? Mais il ne faut pas spécialement rajouter des CMV. Non. Voilà. Alors, Moi, c'est pas la même chose. la grande mode des CMV, c'est tellement générique comme mot, c'est CMV, compléments minéraux vitaminiques. Bah, moi, je veux bien qu'on complémente, mais il faut savoir ce qu'on doit complémenter. Merci. Et donc, du coup, si on veut complémenter, il faut faire une analyse d'abord, il faut définir les carences. Et dans ces cas-là, après, de façon individualisée, on va pouvoir donner quelque chose. C'est pas, on va pas traiter un Cushing avec du CMV comme ça. Hein, ça, c'est clair. C'est comme nous. Hein. On peut faire une petite cure de vitamine C à l'approche de l'hiver parce que c'est toujours un peu bien, mais toujours pareil. Ça va être de façon courte et ponctuelle. Si on veut donner un CMV à un cheval, eh ben, il faut être sûr de ce qu'on donne et dans les dosages qu'on va donner. Voilà. Et donc ça, il faut faire appel à un naturopathe qui soit spécialisé dans la nutrition et dans ce qu'on appelle la micronutrition. Voilà. Donc moi, personnellement, je n'ai aucun CMV à conseiller de façon généraliste.
Moi, je suis spécialisé dans les plantes et la micronutrition, la nutrition, c'est encore un domaine encore à part. Donc, je préfère plutôt laisser ça aux personnes qui savent très bien comment pallier aux carences qui ont été mesurées chez le cheval. Voilà. Super, merci. Je crois qu'on peut continuer avec le SME. Là, j'ai pas de questions pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. On peut peut-être Pas de parler du problème. SME. On va partir sur le SME, pas de souci. Alors, Merci. donc, le SME, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique équin. C'est une association entre un problème métabolique, mais également un problème endocrinien. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, endocrinien, ça veut dire qu'une glande endocrine, c'est une glande qui va sécréter des molécules, des hormones, des messagers pour donner un message dans le corps pour une action généralisée. Le problème principal du SME, ça va être les crises de fourbure, qui sont, je le rappelle encore une fois, une des causes principales de décès chez les chevaux. Souvent, donc, on confondait le SME avec le Cushing. Il y a quand même plusieurs différences avec le Cushing, hein, que ce soit notamment au niveau de la physiologie et au niveau du traitement. Trois composantes du SME, ça va déjà être une prédisposition. L'obésité et la prédisposition. On va pouvoir retrouver des localisations spécifiques de dépôts de graisse. Voilà, un cheval obèse peut être largement prédisposé à créer un SME. Dans un cheval SME, on va trouver ce qu'on appelle une insulinorésistance. Alors l'insuline, ça va être c'est l'hormone qui va permettre de gérer le sucre, de gérer les sucres notamment dans le corps. Et donc, on va avoir une insulinorésistance, c'est-à-dire que les tissus du corps ne vont plus pouvoir absorber, ne vont plus pouvoir utiliser l'insuline de manière optimale et classique et normale. Et à cela, on va donc après trouver ce qu'on appelle une hyperinsulinémie, c'est-à-dire un excès d'insuline dans le sang normal, puisque les cellules, les tissus des cellules ne peuvent plus utiliser l'insuline. Donc celle-ci va continuer à se stocker dans le sang. Des études ont montré que l'insuline en elle-même est une cause flagrante de la crise de fourbure. L'insuline va créer une vasoconstriction au niveau des tissus, des cellules, des pieds des chevaux. Et c'est une cause majeure, cette hyperinsulinémie de la crise de fourbure. Et donc, la fourbure sera donc la conséquence clinique de cette cause physiologique due à l'obésité. Voilà. Chez un cheval SME, on va donc avoir une présence d'hyperinsulinémie, d'une insulinorésistance, d'une augmentation de la masse de graisse chez le cheval, et également, alors c'est ce qu'on appelle une hyperleptinémie, c'est-à-dire une augmentation de la leptine, qui est une autre hormone qui est normalement l'hormone de la satiété. C'est-à-dire que quand on n'a plus faim, on va sécréter de la leptine, et la leptine, en fait, va dire au corps, c'est bon, j'ai plus faim, il faut arrêter de manger. Mais sauf que cette leptine, pareil, va devenir non fonctionnelle. Donc, en fait, la leptine qui, en plus, permet une dépense énergétique chez le cheval, qu'on appelle donc va créer une thermogénèse, et cette thermogénèse ne se fera plus, donc le cheval va continuer à grossir. Et la leptine aussi organiser ce qu'on appelle une lipolyse, c'est-à-dire une lyse, une dégradation des tissus gras, donc ce qui n'aura plus le cas, ce qui va donc créer des endroits où le cheval va avoir des morceaux de graisse un peu partout. La leptine permettait aussi d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Alors déjà que l'insuline, chez un cheval SME, il y a une insulinorésistance, mais en plus, avec la leptine, ça va s'aggraver. Et puis en plus, la leptine permettait de diminuer la sécrétion d'insuline. Donc là, du coup, c'est la porte ouverte. Il y a de plus en plus d'insuline et du coup, de plus en plus de risques de vasoconstriction au niveau des membres inférieurs, au niveau des pieds des chevaux. Et donc, c'est la porte ouverte à la fourbure. On va également trouver, c'est bien normal, en fait, une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire trop de triglycérides dans le corps du cheval, ce qui est tout à fait normal, puisque du coup, il y a beaucoup trop de graisse. Alors auparavant, on pensait que c'était en fait causé par une diminution des taux des hormones thyroïdiennes. Pendant longtemps, la lévothyroxine était le traitement de base pour traiter le SME, parce que du coup, quand on rajoute des hormones thyroïdiennes, on maigrit.
Mais en fait, non, maintenant, on est persuadé que c'est une conséquence de l'obésité et non pas une des causes, quoi. Alors, d'ailleurs, on n'observe pas de problème de thyroïde chez tous les chevaux SME. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qu'il faut vraiment noter. Il faut voir que tous les chevaux peuvent être SME, tous les chevaux à tout âge. Néanmoins, il y a quand même une prédisposition pour certaines races, les poneys, hein, les fjords, les Affinger, ça peut être aussi les andalous, les quarter horse, c'est-à-dire tous les chevaux qui normalement sont prévus pour vivre dans un milieu rustique, pauvre en nutriments, et donc où la physiologie est faite de tirer le maximum de tous leurs repas, quoi. Et donc là, nos chevaux, des fois, ils sont trop nourris par rapport à leur propre physiologie, et du coup, ça entraîne tout ce trouble. Parce qu'en fait, c'est un peu comme le diabète de type 2 hein, chez l'homme. C'est-à-dire que ça va s'auto-alimenter comme problème. C'est-à-dire que plus on va manger, plus l'insuline va plus avoir d'action sur les tissus, plus du coup il y aura d'hyperinsulinémie, plus on va vouloir. Et c'est la cascade et ça va jamais s'arrêter. Donc voilà, vraiment tous les chevaux peuvent être atteints par ce côté-là. Alors on va retrouver chez les chevaux des dépôts adipeux assez typiques. Notamment au niveau de la crête, de la crête nucale, de la crête vraiment au niveau de l'encolure. On va avoir une encolure qui va être large. On va avoir aussi, on peut avoir des dépôts de graisse aussi au niveau de la base de la queue. Aussi, ça c'est assez visible. Chez les hongres et chez les entiers aussi au niveau du prépuce. Ça peut être assez remarquable. Et puis, on peut avoir aussi de façon très disgracieuse des grosses boules qui peuvent être à gauche, à droite, au-dessus de l'épaule, de façon très disgracieuse. Vraiment, voilà. Ça tient compte en fait de cette leptine. Il y a une prédisposition génétique hein, à ce type de choses, notamment dans les races que j'ai citées tout à l'heure. Mais effectivement aussi des chevaux qui sont trop nourris trop longtemps, tout le temps, peuvent créer ce type de problème. L'obésité chez le cheval va induire en fait donc, ce qu'on appelait tout à l'heure l'insulinorésistance. Donc l'insuline va se cumuler dans le sang et donc cette hyperinsulinémie va donc créer cette crise de fourbure. Le tissu adipeux qu'on va retrouver après dans le corps en fait peut vraiment être considéré comme un organe endocrine. C'est-à-dire qu'en fait, ce tissu adipeux est capable de produire des hormones et des messages, notamment des messagers qui ont un rôle dans l'inflammation. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Il y a donc la leptine qui va être produite notamment par ce tissu adipeux. Va aussi y avoir quelques cytokines. Alors on parle beaucoup en ce moment des cytokines parce que dans ce fameux virus que l'on traîne en ce moment, le problème principal grave qu'il y a en fait ce qu'on appelle la tempête cytokinique, c'est-à-dire l'inflammation totale. Et en fait, les cytokines sont des facteurs d'inflammation. Hein, donc en fait, il y a par le tissu. C'est pour ça aussi que les personnes en surpoids sont un facteur de risque. Les personnes diabétiques et en surpoids est un facteur de risque dans ce virus lié à cette inflammation. Voilà, on va fermer cette discrétion. Voilà, donc il faut vraiment voir que ce tissu adipeux va apporter des hormones qui vont créer tout le trouble qui est associé après à la suite à l'insulinémie. Je pense que j'avais un petit quelque chose là pour résumer un petit peu ça. Voilà. Alors, donc voilà, on va retrouver l'obésité comme la cause en fait avec un trop d'apport, pas assez de sport, un excès de tissu adipeux. Cela va donc entraîner une insulinorésistance avec une hyperinsulinémie et une hyperleptinémie qui va donc créer une fourbure et avec un risque de basculement de la phalange comme on le connaît si bien et donc du coup une euthanasie. Le diagnostic biochimique est assez complexe parce qu'en fait, il faut déjà voir est-ce que le cheval présente une hyperinsulinémie. Alors, est-ce que c'est une hyperinsulinémie à jeun on va d'abord faire un dosage d'insuline. On va voir un petit peu, mais ça ne va pas forcément être
le facteur déterminant à 100%. Il faudra également voir quel est le test de réponse à l'insuline pour voir s'il y a une insulinorésistance. Et après, on pourra aussi creuser l'ACTH pour essayer de switcher, être sûr que le Cushing, voilà. Attention, un cheval Cushing peut être SME. Ma petite Haflinger, toujours elle, a le bonheur d'être Cushing et SME. Hein. Voilà, parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, elle se porte très très bien, il n'y a pas de souci quand même hein, maintenant, parce que elle est suivie en phytocush, elle est suivie en phytosucre, et donc tout se passe bien. Voilà. Oups, pardon, ça c'est pour après. Voilà. Donc, quand on a un cheval, on va d'abord faire la glycémie et après, on va proposer ce qu'on appelle des tests challenge pour voir comment va évoluer cette glycémie dans le temps. Attention, hein, c'est à double tranchant hein, parce que s'il y a une insulinérésistance ou ce genre de choses, ça peut être, on peut créer une fourbure avec ce type de test. Donc, il faudra vraiment bien avoir un vétérinaire compétent dans les analyses et dans le côté endocrine pour gérer ce genre de test. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour un cheval qui va être SME? Il va falloir traiter son environnement, c'est-à-dire un cheval qui est au parc, un cheval qui est à l'herbe. L'obésité étant à l'origine de tous les maux, il va falloir traiter la nourriture, il va falloir lui faire du sport, en fait, hein, dans ces cas-là. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le côté nutrition, hein, ça c'est le domaine des nutritionnistes. Après, par contre, c'est la base, hein, c'est la base. Par contre, on va pouvoir essayer de gérer l'hyperinsulinémie. Alors, l'hyperinsulinémie est traitée notamment par un médicament qui est utilisé chez l'homme, qu'on appelle la metformine. Et en fait, on va essayer de faire diminuer l'insuline grâce à la metformine. La metformine a une biodisponibilité, c'est-à-dire une assimilation de la molécule dans le corps qui est assez faible chez le cheval. Moi, je suis plutôt parti sur la création d'un produit phyto à base de plantes qui vont permettre, d'une part, donc, de baisser cette insuline, deuxièmement, de permettre à l'insuline d'être mieux assimilée au niveau des tissus, troisièmement, de limiter un petit peu l'assimilation des sucres au niveau du corps, et puis quatrièmement aussi de soutenir toujours cet aspect oxydatif au niveau des cellules pour empêcher qu'elles partent en cacahuète. Notamment, alors je n'ai pas parlé, c'est au niveau du pancréas, hein, c'est au niveau du pancréas que le vrai souci. C'est-à-dire que c'est les cellules bêta du pancréas, qu'on appelle de l'îlot de Langerhans, qui vont devenir incontrôlables et le problème va se trouver là. Et alors là, pareil, on parlait des plantes drainantes hein, tout à l'heure. On va pas trop drainer sur un cheval SME, hein, parce qu'au contraire, on va continuer à faire fonctionner un corps qui ne demande pas être fonctionnel à ce niveau-là. Donc, il va falloir faire assez attention. Un cheval SME, il va falloir vraiment bien gérer son suivi vétérinaire. Voilà. Alors, j'essaie de faire assez rapide hein, parce que le temps défile. J'espère que j'étais concis, mais pas trop. Je ne sais pas, Fred, hein, dis-moi, Dominique, dis-moi. Non, c'est bien, super. Je pense que ça a été clair. Comme ça, les gens peuvent déjà faire la différence entre les SME et le coaching, parce que je trouve on les emmêle les uns dans les autres, et pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Voilà. Donc, j'ai une petite question. Quelqu'un me demande si la prise de sang pour la CTH peut être faussée si le cheval reçoit des injections mensuelles de désensibilisation à la dermite estivale, qui travaillerait, qui met entre parenthèses, qui agissent, je pense, sur le système immunitaire. Oui, tout à fait. Il faut savoir que du coup, le cortisol, c'est la molécule du stress. Un cheval, comment dire, un cheval qui va présenter une fourbure ou qui va avoir une inflammation chronique ou qui va recevoir des corticoïdes à trop long cours, on va effectivement pouvoir trouver une prise de sang qui va être un peu faussée. Mais dans les injections, alors est-ce que si c'est des injections de cortisone ou de corticoïdes, ça va fausser le résultat, mais pas excessivement, puisque comme on a vu tout à l'heure,
le rétrocontrôle se fait que sur la partie distalis et pas sur la part intermédiaire. Donc, même si on ajoute des corticoïdes, on va diminuer artificiellement peut-être ce côté, mais ça va pas être, ça va pas être flagrant. Par contre, il peut y avoir des faux négatifs. La prise de sang, il faut absolument qu'une fois qu'elle soit réalisée, il faut qu'elle soit transmise le plus rapidement possible au laboratoire avec des précautions d'envoi, c'est-à-dire donc il faut que le colis soit transmis en colis froid, parce qu'en fait, il peut y avoir rapidement une détérioration de la CTH. Donc, ce qui fait qu'en fait, une prise de sang peut revenir négative alors que le cheval est positif. Alors, c'est pour ça que généralement, on évite de faire venir le vétérinaire pour une prise de sang le vendredi. On va plutôt essayer de faire ça le lundi, quoi. Voilà, parce qu'il faut que ça soit transmis le plus rapidement possible au laboratoire pour l'analyse. Alors pareil, d'un laboratoire à l'autre, on peut avoir des différences de normes. Tout à l'heure, j'ai parlé vite fait des normes. Il faut voir qu'un laboratoire, il faut se fier aux normes du laboratoire, parce que leur matériel est étalonné selon leur propre utilisation. Donc, si on veut vraiment avoir un vrai suivi de la progression de la CTH chez son cheval, il vaut mieux envoyer toujours au même laboratoire. C'est préférable. Ouais. Pour avoir une référence. Voilà. Ouais, ok. Super. Ben là, on te remercie pour tes réponses là. Merci voilà. à vous. Écoute, si les gens ont encore des questions, ils nous enverront et je te transmettrai leurs questions. Je resterai en suivi sur le post de la vidéo, quoi. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des questions qui peuvent être mises là et je ferai en sorte d'y répondre. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vu ou que je suis occupé, donc il ne faut pas hésiter à me relancer. Enfin, ça, tu me connais. On sait. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Vraiment, je pense que ça a éclairci les idées à beaucoup de gens parce que c'est une maladie qui est un peu mal connue et parfois les vétérinaires ne prennent pas vraiment le temps de l'expliquer. Et voilà. Ouais. Eh bien, c'est compliqué, hein. C'est compliqué une demi-heure, trois quarts d'heure de faire coaching et SME en même temps. Et puis, quand on est en conférence avec des gens physiques devant, on peut avoir des questions abruptes comme ça. Là, on marche un peu tout droit avec des œillères. Voilà, mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème, quoi. Je suis à disposition. Ok, bien, je te remercie beaucoup, René Pierre. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir. Eh bien, ceci terminait nos lives en direct qu'on avait prévus pendant le confinement. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez avoir d'autres précisions, vous savez où nous joindre. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous.